Salut à tous, c'est Justin Curieux. Comme mon nom l'indique, je suis juste quelqu'un de curieux en fait, et donc il était grand temps que sur ma chaîne je commence à vous parler de curiosité. Alors je commence seulement parce que je vais en parler dans beaucoup d'autres épisodes, et pour commencer je vous propose une définition. Le désir de connaître le pourquoi et le comment est appelé curiosité. Alors c'est pas de moi, c'est de Thomas Hobbes, et je vais m'appuyer sur cette définition pour vous parler des trois éléments que constitue cette définition, et ça me semble être un bon départ. Alors je vais commencer par le pourquoi. Qu'est-ce que ça peut être le pourquoi ? Le pourquoi, en fait, au final, ce sont des grandes questions telles que l'univers, la Terre, la vie, l'homme, la société, moi. Il s'agit en fait de chercher des réponses aux grandes questions. Et le comment, ce serait une sorte d'organisation de ces recherches. Et donc, on a, dans un premier temps, je vous propose un classement, les sciences formelles qu'on mettrait d'un côté avec la logique, les mathématiques, l'informatique. Ensuite, les sciences dites naturelles. Donc la biologie, ensuite on a la chimie, la physico-chimie, c'est la science des matériaux, et la géoscience, vous savez, le corpuscule biologie et géosciences étant ce que beaucoup d'entre nous, de ma génération en tout cas, ont connu à l'école sous le nom d'SVT, sciences de la vie et de la Terre, sciences de la vie c'est la biologie, sciences de la Terre la géoscience. Et ensuite les sciences humaines et sociales, alors là il y a beaucoup de champs, l'anthropologie, la criminologie, la science de la conception, l'économie, la géographie, l'histoire, la linguistique, la musicologie, la psychologie, l'éducation, la sociologie, l'information et la communication, la religion, le droit, la politologie, le médical et paramédical. Alors évidemment, c'est un système de classement, comme tout système, il est imparfait. De plus, chacune de ces disciplines est un immense champ de recherche en lui-même. Et il y aurait beaucoup d'autres champs à découvrir. En plus de ça, je vous ai mis, certains champs sont contestés, je ne les ai pas marqués ici, les sciences controversées, tout ce qui est divinatoire, etc. Ou probablement encore à découvrir, des champs de recherche dont on n'a aucune idée actuellement. Donc, finalement, ce comment, ça consiste à acquérir le maximum de connaissances. Alors à ce stade, vous allez me dire, très bien, mais on n'est pas tous fondamentalement attirés par la réponse aux grandes questions et l'accumulation stricte de connaissances organisées. Et c'est pourquoi je veux maintenant revenir sur le premier élément de la définition de la curiosité que je vous ai donné, qui est le désir de connaître. Pourquoi, chez la plupart d'entre nous, ce désir de connaître n'est pas très présent ? Le désir de connaître. On va se demander qui cherche spontanément à connaître le pourquoi et le comment des choses en général. C'est assez évident comme réponse, c'est les enfants. Les enfants, ils s'épanouissent en découvrant le monde. La curiosité, si vous voulez, c'est une aptitude naturelle et nécessaire. On a tous en tête des enfants qui répètent pourquoi à longueur de journée, et c'est vital pour eux, pour saisir le monde dans lequel ils vivent. Et en plus de ça, on a tous été des enfants. Et comme beaucoup d'enfants depuis 140 ans en France, nos parents nous ont conduits à l'école, pensant que notre naturelle curiosité s'en trouverait satisfaite. Alors évidemment, ils nous ont conduits à l'école pour beaucoup d'autres objectifs, conscients ou inconscients. Je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Mais d'abord, ce qui est vrai, c'est que on se dit, à l'école, on va avoir des réponses, on va nous apprendre des choses qui vont nous aider à satisfaire notre curiosité. C'est assez logique de penser ça. Et donc, j'aimerais poser la chose comme ça. Ont-ils eu raison ? Et au final, est-ce que nous, on a perdu, la plupart des humains, une naturelle curiosité comme ça, boulimique d'enfant, parce que l'école nous a satisfait, et puis voilà. Faut-il désirer de passer toute sa vie à l'école pour satisfaire sa curiosité ? C'est une autre façon de voir la chose un peu humoristique. On va s'intéresser à ça de près. Faut-il désirer passer toute sa vie à l'école pour satisfaire sa curiosité ? Alors je vous présente quelqu'un que vous connaissez sans doute, Albert Einstein. Il est considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire. Son nom et sa personne sont directement liés aux notions d'intelligence, de savoir et de génie. Vous savez, il y a des études, personnalité du XXe siècle, etc. Il est sorti premier. Dans la psychologie générale, c'est le plus intelligent, le plus doué, le plus génie, etc. de l'histoire du XXe siècle. Donc, je vais poser une question assez simple. Albert Einstein est-il un génie scolaire ? On pourrait se dire, il a dû forcément super bien réussir à l'école, vous voyez. Et donc, je vais vous montrer le parcours scolaire d'Albert Einstein rapidement. Alors, très tôt, il s'insurge contre le pouvoir arbitraire exercé par les enseignants. C'est lui-même qui le racontera. Il est donc considéré comme un mauvais élément, très étourdi. Il éprouve jusque tard dans son enfance des difficultés pour s'exprimer. Il est renvoyé à l'âge de 15 ans du système scolaire. Donc, on a quelqu'un qui
qui s'insurge, qui se rebelle, qui est très étourdi, qui a du mal à s'exprimer et qui est renvoyé de l'école à l'âge de 15 ans. À 16 ans, il essaie d'intégrer l'école polytechnique fédérale de Zurich, donc de sa propre initiative, et il rate son examen d'entrée. Il réussit l'année suivante, et 4 ans plus tard, une école de 4 ans, il obtient son diplôme donc, de cette école de justesse. Voilà ce qu'il écrit dans son livre « Comment je vois le monde » à propos de son parcours dans cette école. À l'âge de 17 ans, j'entrais à l'Institut Polytechnique de Zurich, comme étudiant en mathématiques et physique. En physique, j'arrivais bientôt à repérer ce qui menait au fondamental et délaisser délibérément le reste. Toute cette multitude de choses disparates qui encombrent d'habitude notre esprit et le détournent de l'essentiel. Donc on a là quelqu'un qui montre une qualité, c'est que il a un plan, il a un objectif interne, il a une envie particulière en rentrant. Donc c'est de repérer ce qui selon lui mène au fondamental et de laisser délibérément le reste qui ne l'intéresse pas et qui selon lui encombre l'esprit et détourne de l'essentiel. Et poursuivons. Malheureusement, il y avait là aussi un problème. Il fallait ingurgiter toute cette matière pour les examens, qu'on le veuille ou non. Cette obligation me fut si insupportable que, pendant l'année qui suivit les examens finaux, la simple idée d'avoir à réfléchir sur un problème scientifique me répugna totalement. On a quelqu'un qui, du coup, nous explique que tout ce qui est inintéressant, selon lui certes, est tout de même obligatoire pour réussir son examen, et que ça a failli le dégoûter quasiment totalement de la science, puisque l'année qui suit, il a refusé de se pencher sur des problèmes. C'est assez incroyable que ce soit un homme aussi extraordinaire qui pense autant ça du cursus scolaire qu'il a poursuivi. Je continue la citation. C'est en fait un véritable miracle que les méthodes modernes d'enseignement ne soient pas encore parvenues à étouffer complètement la sainte curiosité pour la recherche. Car celle-ci est une plante extrêmement fragile, qui, si elle a besoin d'encouragement, réclame surtout de la liberté, faute de quoi elle dépérit immanquablement. C'est une grave erreur de croire que la joie de l'observation et de la recherche peut croître sous l'effet de la contrainte ou du sens du devoir. Il nous donne ici une vraie réflexion sur le passage scolaire qu'il a vécu. On pourrait penser qu'il s'agit d'une exception, mais lui nous dit qu'au contraire, le parcours scolaire est un frein à la curiosité et l'étouffe complètement. C'est très grave, car si lui a d'une certaine façon survécu, d'autres ont peut-être totalement perdu leur faculté d'être curieux, de rechercher par eux-mêmes, d'avoir envie de découvrir des choses. Et du coup, on a raté l'humanité entière des inventions, des découvertes, des compréhensions formidables. On va poursuivre avec le parcours d'Albert Einstein en se demandant si, c'est pas un génie scolaire, d'accord, mais est-ce que c'est un génie tout court, est-ce que c'est tombé comme ça du ciel. Donc, à la suite de ça, de l'obtention de son diplôme, il est resté sans emploi durant 2 ans. Il a approfondi ses connaissances en autodidacte dans une grande pauvreté. Et on a retrouvé un petit billet dans lequel il a écrit une petite maxime. Écoutez ça. Une vie tranquille et modeste apporte plus de joie que la recherche du succès, qui implique une agitation permanente. C'est un petit billet qu'il a écrit à un courtier qu'il a rencontré. On a retrouvé le billet, on est sûr que c'est de lui. Voilà. Je trouve que c'est une philosophie assez juste et assez forte, qui va aux antipodes complets de tout ce qu'on nous apprend. C'est réussir à l'école, pour ensuite travailler, pour ensuite réussir, pour avoir de l'argent, pour machin. Et finalement, tout ça, c'est une agitation permanente. Il faut travailler tout de suite. Regardez, lui, il est resté 2 ans sans emploi. Son objectif de vie à ce moment-là n'était pas de trouver un travail, de trouver un stage, de s'insérer socialement, de gagner de l'argent, mais de résoudre des problèmes fondamentaux de l'univers. Et vous vous doutez bien que son entourage entier, les gens qu'il connaissent, etc., lui ont dit d'aller trouver du travail, d'arrêter, voilà. Une pression sociale immense s'est posée sur lui. En plus, il était dans une grande pauvreté, donc la pression financière fait que voilà, il a fini quand même, au bout de 2 ans, par trouver un emploi, n'ayant aucun rapport avec la science, qui lui a permis de vivre mieux, en ayant moins de temps, mais en poursuivant ses travaux durant son temps libre. Et en 1905, il publie 4 documents la même année, qui constituent 4 découvertes majeures de l'histoire de l'humanité. Et en 1915, 10 ans plus tard, il fera une nouvelle découverte majeure. Je ne vais pas revenir sur les détails, c'est pas le but, mais
il faut bien comprendre que peut-être que loin d'être un parcours atypique, c'est peut-être un parcours typique de quelqu'un qui a gardé les qualités pour découvrir des choses. Et il n'est ni professeur ni étudiant à ce moment-là. Vous comprenez? On va poursuivre. Quel est le secret d'Albert Einstein? Est-ce que lui-même a révélé comment ça se fait qu'il a trouvé comme ça 5 trucs incroyables alors que, bon, mais il n'a pas fait de grandes études, alors qu'il a été sans emploi, très pauvre, durant son temps libre, en autodidacte? Regardez ce qu'il dit de lui-même. Dans un extrait d'une lettre à Carl Selig, le 11 mars 1952, « Je n'ai pas de talent particulier, je suis seulement passionnément curieux. » Albert Einstein ne doit pas son succès à l'école. Celle-ci s'est plutôt révélée être un obstacle et une épreuve pour lui. Rappelez-vous, ça l'a dégoûté pendant 1 an, il voulait plus toucher à des problèmes mathématiques. On a perdu peut-être 1 an en avance sur la résolution des problèmes de l'univers à l'époque. Alors maintenant, une question qu'il faut se poser, c'est Albert Einstein est-il une exception? Voilà, je vous l'ai remis ici. Et là, je vais vous parler de quelqu'un qui n'a aucun rapport. Faisal Hafidi, formateur marocain actuel. Et il nous a produit une petite vidéo, cet homme-là, dans laquelle il nous apprend une petite vidéo de 19 minutes intitulée 5 qualités qui font échouer à l'école mais réussir dans la vie. Et il a eu le talent, Faisal Hafidi, de trouver ces 5 qualités et de remarquer que beaucoup de personnes qui avaient fait évoluer l'humanité ou réussi personnellement avaient ces 5 qualités et qu'en parallèle de ça, l'école était plutôt un véhicule d'opposition à ces qualités. Et donc, voilà, il nous apprend que la curiosité est une des 5 qualités qu'il a identifiées, ayant permis à un certain nombre de personnes de réussir dans la vie. Donc là, je vous les ai mis, les 5 qualités pour réussir. La passion, la curiosité, rappelez Einstein, je suis simplement passionnément curieux, il les associe carrément, ces 2 premières qualités. Il faut ensuite avoir des objectifs dans la vie. Vous voyez, Einstein, quand il rentre à l'école, il se dit, moi, je veux des trucs en physique précis, voilà. Il faut être créatif, et il faut être social, c'est-à-dire avoir une propension à la sociabilité. Rappelez-vous Einstein, voilà. Je n'ai pas de talent particulier, je suis seulement passionnément curieux. Einstein associe les 2 premières qualités dans cette citation. Et ça va plus loin, et puis souvenez-vous ce que je disais tout à l'heure. En physique, j'arrivais bientôt à repérer ce qui menait au fondamental et délaisser délibérément le reste. Toute cette multitude de choses disparates qui encombrent d'habitude notre esprit et le détournent de l'essentiel. Vous voyez, il a la sagesse de repérer ce qui est inutile, ce qui ne sert à rien. Ce qui n'est là que pour justifier un diplôme, etc. Une difficulté d'examen ou une prestance d'école, tout un tas de trucs qui n'ont aucun intérêt pour résoudre des problèmes de l'univers. Et il avait donc des objectifs précis. La 3e qualité. Voilà, au passage, son objectif principal n'est pas d'avoir son diplôme, en fait, ni de trouver un travail, il est resté au chômage. Et nous y reviendrons, je reviendrai sur les objectifs de vie dans d'autres vidéos. Quant à la créativité et à la sociabilité, eh bien, ses travaux réimaginent totalement la nature même de l'univers, donc en ça, il fait preuve d'une immense créativité, et ensuite il va se lier d'amitié, alors notamment, avec un mathématicien, Marcel Grossman, qui est capable de l'aider dans certaines étapes de ses travaux très mathématiques et qui le déroutait un petit peu. Donc, c'est quelqu'un qui est allé là dans ces 5 qualités. Et si vous y réfléchissez, l'école, je vous envoie vers cette vidéo de Faisal Hafidi qui l'expliquera mieux que moi en 19 minutes, vous avez quand même le temps d'écouter ça, qui est super bien. Des individus qui finalement, l'école qui contre ces qualités chez les individus qui ont les plus d'aptitudes pour autant à réussir dans la vie. L'école ne nous apprend pas à être créatif, elle nous apprend à faire ce qu'on nous demande. Elle nous apprend pas à être social, vous voyez, il faut réussir son examen tout seul, en se cachant, en copiant pas. Vous voyez, la sociabilité, c'est l'entraide. L'école, faut pas s'entraider, faut pas copier, au contraire, c'est très mal vu. Je vous envoie vers cette vidéo qui expliquera mieux que moi tout ça. La curiosité ferait échouer à l'école, j'aimerais qu'on focalise là-dessus, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo. Faisal nous explique que l'élève curieux, il déborde naturellement du cadre, que l'on appelle le programme scolaire, imposé par l'école. Il va donc naturellement au-delà de ce que lui demande l'enseignant, ou à côté si vous voulez. En langage scolaire, cela s'appelle la dispersion, et c'est souvent sanctionné par une notification intitulée « hors sujet » dans des copies d'examen. L'élève curieux est donc paradoxalement souvent mal noté dans les matières où sa curiosité est la plus forte, parce qu'il dépasse le cadre de ce qui est strictement demandé, et donc l'enseignant n'attend pas ça. L'école en réalité détruit donc petit à petit le désir de connaître. Rappelez-vous Einstein, c'est un miracle que la curiosité survive à l'éducation formelle. Ce n'est pas, si vous voulez, du point de vue de l'institution scolaire, ce n'est pas à elle de s'adapter aux individus, mais c'est aux individus de s'adapter à elle.
Bon, alors voyons maintenant ce qu'on vient de voir, récapitulons. Nous avons vu que la curiosité consiste à chercher des réponses aux grandes questions et à acquérir le maximum de connaissances. Le désir de connaître, élément moteur de cette curiosité, se trouve naturellement chez les enfants. Que la curiosité semble être le secret du génie d'Albert Einstein qui était peu adapté à l'école. Que les méthodes scolaires répriment la liberté individuelle et imposent des apprentissages parfois inutiles, je dis bien parfois, il y a des apprentissages qui peuvent être très utiles, mais ils sont parfois inutiles et en trop grande quantité, détruisant la propension naturelle à la curiosité des individus. Les individus n'ont pas de place, comme je viens de le dire, c'est à eux de s'adapter à l'institution et non pas... Et il n'y a jamais de retour de ça. L'école fait jamais d'effort vers les individus. Toi, tu préfères plutôt apprendre ça? Eh bien, très bien, on va te valoriser là-dessus, on va te noter là-dessus, on va t'évaluer là-dessus, on va t'encourager, on va te donner des outils pour ça, et formidable. Non, c'est le programme, il est défini, on doit s'y adapter, on doit faire exactement comme c'est décidé, à l'heure où c'est décidé, le jour où c'est décidé, comme c'est décidé. L'individu n'a pas de place. Il doit s'adapter en permanence. Nous avons vu que la curiosité est une des 5 qualités qui permettent une réussite dans la vie, mais qui font échouer à l'école. Maintenant, j'aimerais qu'on se pose une question. Si l'école ne valorise pas la curiosité, quels sont ses objectifs? Et j'en ai pas fini avec l'institution scolaire, puisque je vous propose de poursuivre cette étude dans une prochaine vidéo, où on va s'intéresser plus particulièrement à l'école. Je reviendrai sur la notion de curiosité dans une vidéo qui sera ultérieure dans cette série, peut-être en 4, 5, on verra. N'oubliez jamais que ces vidéos ne sont en définitive que mon opinion, étayée certes par des éléments et des sources et d'autres individus, mais faites-vous votre avis, restez curieux, ne me croyez jamais sur parole, et n'hésitez jamais à me critiquer, en particulier dans les commentaires si vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Merci de m'avoir écouté, salut à tous!